Bonjour à tous et bienvenue dans Popeye, l'œil de la pop culture. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans ce qui est la première version de l'émission. Je suis aujourd'hui accompagné de mes fameux chroniqueurs Ashraf Benhamida, Sofiane Baker et Caroline Méric. On salue également Vincent Ancrine et Mathis Bernard à la régie. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va super, merci. Très bien, et vous ? Eh bien, écoutez, super, c'est un grand plaisir. Durant cette émission, on va vous décrypter et vous débriefer l'actualité autour de la pop culture de ce mois de mai. Et on va commencer sans plus attendre avec la première partie de l'émission What's Poppin'. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. Que se passe-t-il à travers le monde de la pop culture ? Nos chroniqueurs sont là pour répondre à cette question et on va commencer avec un petit peu de musique. Cela faisait 5 ans qu'on l'attendait. Kendrick Lamar a enfin sorti un nouvel album. Le 13 mai dernier, Mr. Moral and the Big Steppers reçoit déjà une critique plus que favorable. Caroline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du projet de l'enfant de Compton ? Et oui, le Good Kid Mad City revient avec un album comme on les aime. La pochette de l'album pourrait laisser présager un album un peu ego trip avec la sainte couronne, la couronne d'épines, mais pas du tout. L'album, il revient avec des thèmes géniaux comme on les aime, des thèmes engagés contre évidemment le racisme, mais aussi, comme on va le voir avec le décryptage des titres, d'autres thèmes qui exposent une vision du monde contre l'idée unilatérale avec plusieurs points de vue et une expérience de vie personnelle de l'artiste. Et on lui doit notamment, grâce à un prix Pulitzer, grâce à ses storytelling. Et donc c'est grâce à cette façon de raconter un peu la vie de Compton, la vie des Afro-Américains, qu'il a gagné ce prix Pulitzer. D'accord, donc on aura plus d'une heure de gastronomie musicale, mais qu'est-ce qu'on doit retenir des 18 titres ? Alors, il y a 18 morceaux, effectivement. Pour moi, le petit coup de cœur, c'est Savior. C'est un morceau qui parle de l'idolâtrie, du fait qu'on idolâtre un peu les artistes, surtout aux États-Unis avec les rappeurs, et donc de ces role models, des modèles dont on s'inspire. Donc il parle de J. Cole dans ce son. Il dit que voilà, on doit avoir une expérience de vie singulière et ne pas vivre à travers les rappeurs et vivre sa propre vie. Il expose ses histoires et c'est à nous aussi de donner nos histoires à travers peut-être la musique ou autre. On a aussi des sons un peu spéciaux comme We Cry Together avec l'actrice Taylor Page. C'est une scène de ménage avec donc une dispute hyper violente. C'est assez difficile à écouter, j'avoue. Ça se lit surtout. Et donc on s'affronte la vision homme-femme du couple avec une petite réconciliation à la fin quand même. Mais c'est très très spécial. Faut l'écouter en lisant les paroles, je le conseille. Enfin, on a un thème c'est super, je trouve qu'il l'aborde, c'est la transsexualité ou en tout cas la transidentité avec le morceau Anti-Diaries qui parle de sa tante donc, qui a fait une transition, qui était une femme et qui est devenue un homme. Donc c'est assez inattendu et c'est vraiment super que Kendrick revienne avec des morceaux comme ça. Merci Caroline, on va continuer à parler de musique puisque c'est le clap de fin. Pour l'iPod, la marque Apple a annoncé mardi dernier la fin de la production du baladeur numérique et Sofiane Baker, certains essayent d'en tirer profit. Eh bien Montef, si vous avez conservé votre version de l'iPod que vous aviez en primaire au collège, c'est le moment de le ressortir parce qu'une semaine après l'annonce, on retrouve des centaines de petits malins qui vendent sur internet la toute première version de l'iPod, donc sortie en 2002, à des prix exorbitants. Et quel prix est-ce qu'ils vendent ? À quel prix les vendent-ils ? Eh bien, tenez-vous bien, pour la toute première version de l'appareil, il vous faudra débourser jusqu'à 5 000 € pour s'en procurer un. Mais ne vous inquiétez pas, ce prix peut monter jusqu'à 9 000 € si au passage, pour certaines versions d'appareils, comme l'iPod Premium version Billie Holiday, la chanteuse américaine des années 30. Donc admettons que j'en trouve un dans mon vieux garage, je peux m'en servir pour partir en vacances. En vacances, oui, mais où ? Bonne question. Si la toute première version de l'iPod se vend pour des prix vraiment énormes, il suffit qu'il date de quelques années après, que ce soit plus la même génération, et le prix chute terriblement. Encore pire, si vous l'avez ouvert une seule fois et utilisé quelques fois, le prix chute à quelques centaines d'euros seulement. Mais attention, cherchez bien quand même Montef, parce qu'en 2004 sortait la version limitée de l'iPod avec le groupe U2, et encore emballé, on peut en tirer jusqu'à 90 000 €, de quoi s'offrir de belles vacances. Une situation surprenante qui risque de plaire à ceux qui avaient conservé leur baladeur musical. Merci Sofiane, maintenant on va parler un petit peu de peinture. On commence avec un nouveau portrait de Marie-Antoinette qui a récemment été retrouvé. La peinture représente l'ancienne reine de France durant son adolescence. Ashraf, on parle ici d'une pièce unique au monde. Déjà, tout le monde ici, et les spectateurs également, on a tous entendu une fois dans notre vie le nom de Marie-Antoinette. Eh bien, une pièce plus rare que le mot rare lui-même vient d'apparaître.
Un portrait de l'ancienne reine de France est exposé actuellement au château de Versailles. Vous pouvez le découvrir dès aujourd'hui d'ailleurs. De son nom complet Marie-Antoinette Joseph-Jeanne de Habsbourg-Lorraine, elle est l'ancienne femme de Louis XVI qui a été guillotinée sur la place de la Révolution à Paris. Le tableau la représente à l'âge de 16 ans, un moment important dans la culture de l'image royale. Mais en quoi ce tableau est-il si unique ? Eh bien, il faut savoir que ce tableau avait disparu pendant 250 ans, dans un premier temps. À l'époque, il n'y avait pas de Photoshop et tout le monde voulait savoir à quoi ressemblait la reine. Il illustre bien comment la royauté prenait soin de son image. Aux yeux du peuple, bien entendu. Vous pouvez l'observer, cette vision de la reine est très réaliste, à tel point qu'elle la rejette elle-même. Marie-Antoinette assume mal ses traits de ses ancêtres autrichiens, vous pouvez le voir sur la photo. Des yeux trop globuleux, un nez trop fort et un menton trop lourd, alors qu'elle est que dauphine, elle a déjà compris l'importance de l'image. Mais malgré sa rareté, il ne s'agit pas là du seul portrait de l'ancienne reine de France. Non, loin de là, et d'autres portraits existent. Et ce n'est pas le plus connu d'ailleurs. Celui que nous voyons souvent sur internet est la peinture de la Élisabeth Vigée-Lebrun. La peinture Marie-Antoinette à la rose de 1783. Une image où la reine est décrite comme impudique, indécente, choquante, en un mot transgressive. N'ayant aucun bijou et coiffée d'un large chapeau de paille, la femme du souverain a vu sa grande liberté vestimentaire avec cette tenue qu'elle apprécie de porter dans son domaine de Trianon. Du début à la fin de son règne, Marie-Antoinette d'Autriche a toujours soigné son image de reine. Une découverte inestimable donc de la défunte femme de Louis XVI. On en a fini avec la première partie de l'émission et on passe tout de suite à la deuxième, le mini-débat. Et tous les mois, Popeye revient sur un événement polémique de l'actualité en lien avec le monde de la culture qui sera débriefé par Ashraf, Sofiane et Caroline. Aujourd'hui, on va parler de l'Eurovision et de la polémique qui plane autour de son organisation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui a été désigné grand gagnant. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les rappeurs ont été fortement médiatisés et se positionnaient donc en large favori pour remporter la 66e édition du concours. Eh bien, c'est désormais chose faite. Forcément, cette diffusion a donc été très politisée, d'autant plus qu'il a été interdit à la Russie de participer. En parallèle, certains jurys, comme celui de la Roumanie, affirment que leur vote a été remplacé et attribué à tort à l'Ukraine. Précisons qu'en raison d'irrégularités dans les votes, l'organisation a reconnu avoir dû réajuster le classement. Ma question est donc la suivante. Est-ce normal de laisser la politique jouer un rôle dans le domaine de la culture ? Doit-on faire abstraction de ce qui se passe à l'étranger ou au contraire s'en servir pour faire passer des messages ? Je pense que la réponse est non. On ne devrait pas politiser ce genre d'événement et je vais revenir dessus en 2 points. Tout d'abord, c'est une cérémonie qui a but culturel. C'est une cérémonie musicale qui est censée rassembler les cultures de tous les pays d'Europe. On l'a vu, le vote de la Roumanie a donc été remplacé. Il était attribué à la Moldavie et au final, on a donné les points à l'Ukraine. Donc, je trouve que c'est dommage parce que ça décrédibilise encore plus, surtout qu'ensuite ça sort dans les médias, etc. Donc ça décrédibilise encore plus la compétition. Par sa politisation justement. Donc je trouve que c'est dommage et que ça ne devrait donc pas être politisé. Deuxièmement, je trouve que le second mauvais point, c'est qu'on ressent une sorte de victimisation. On a vraiment l'impression qu'on a fait gagner l'Ukraine à cause de son contexte géopolitique et pas grâce à sa qualité musicale. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Enfin, pas du tout. En fait, si on part du principe qu'on évince la Russie, on politise déjà. Alors, est-ce qu'il faudrait que ces compétitions soient politisées ? En fait, si on regarde l'Eurovision en tant que telle, ça n'a plus aucun sens. C'est plus l'Europe, il y a l'Australie, il y a Israël, il y a des pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe et donc l'Eurovision. Et au niveau si on se base seulement sur les qualités musicales des artistes qui sont présents, parfois, franchement, ça manque beaucoup de talent. Et bon, il y a toujours des gens qui se démarquent et c'est pas chaque année politisé. On a l'année dernière Maneskin qui ont gagné. On a des pays qui ont été vraiment fabuleux. Mais je trouve que le fait qu'on fasse gagner l'Ukraine cette année, c'est comme en 2016 avec Jamala, qui avait fait son titre 1944, que j'aime beaucoup, que j'écoute encore. C'était 2 ans après l'annexion de la Crimée, c'est quelque chose de fort. C'est pas tant de la victimisation que du soutien, une solidarité des pays européens. Et si on part du principe que tu votes pour ton voisin, dans ce cas, il n'y a plus de reconnaissance musicale. Et heureusement, maintenant, le public peut voter dans cette compétition. Mais avant, c'était seulement les jurés et c'était pas... ça a toujours été un peu... la Serbie, ça vote pour le voisin, etc. Donc, il n'y a pas une vraie âme culturelle dans l'Eurovision. C'est vraiment une vitrine culturelle de l'Union européenne et le concours en lui-même a été créé pour faire vitrine. C'est pas vraiment culturel pour moi.
Ashraf, vous en pensez quoi? Il faut partir du principe que si on veut politiser les choses, il faut le faire jusqu'au bout. On ne peut pas le nier, il y a une politisation de l'Eurovision cette année. Dans ce cas-là, il fallait le faire dès le début. L'Eurovision existe depuis plusieurs années, depuis plus de 50 ans. Un exemple simple, là on parle d'annexion, d'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Moi j'ai un exemple simple en tête, l'annexion de Chypre en 1974 par la Turquie. Une population grecque chypriote qui sont victimes. En 1974, c'est le groupe ABBA, je ne dénigre en aucun point leur qualité musicale, le groupe suédois qui a remporté donc le concours. Dans les années 90, il n'y a pas forcément eu de reconnaissance pure et dure dans cette compétition-là pour les peuples yougoslaves, donc après la guerre de Yougoslavie, aussi la guerre de Tchétchénie. Il y a énormément d'exemples. Donc s'il faut politiser, comme je l'ai dit au début, il faut le faire jusqu'au bout. Je pense que cette victoire donnée à l'Ukraine, c'est aussi dû à une grosse médiatisation et à l'essor des réseaux sociaux, car donc les conflits que je viens de citer, les réseaux sociaux n'étaient pas là, on ne savait pas forcément ce qui se passait là-bas, donc en tant qu'Européens, en tant que Français aussi, donc il ne faut pas faire les choses à moitié. Moi, je peux juste rajouter quelque chose, c'est que ce qu'on recherche dans l'Eurovision, c'est des pays qui viennent chanter avec leur identité, et là, l'Ukraine avait une vraie qualité musicale en plus du reste. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les classements, ils chantaient dans leur langue et avec vraiment une représentation fidèle de leur culture. Donc franchement, même si ça avait été dépolitisé, ils auraient peut-être mérité de gagner. C'est vrai qu'on ne doit surtout pas dénigrer au final la performance musicale de ce groupe de rappeurs. Merci à vous trois, des points de vue très intéressants, très pertinents. Et c'est la fin déjà de ce mini-débat. On va enchaîner tout de suite avec la troisième partie de l'émission, la patte des chroniqueurs. Débrief, coup de gueule, rétrospective ou encore reportage, dans ce volet, nos futurs journalistes vont traiter le sujet qui leur plaît de la manière dont ils ont envie. On vient de parler de l'Eurovision, ça tombe bien, on va continuer avec Caroline qui a donc regardé l'événement en entier. Comme chaque année, oui. Comme chaque année, justement, que pouvez-vous nous dire des performances? Est-ce que vous avez un petit coup de cœur? Alors moi, je regarde ça avec ma mère chaque année, c'est le petit rendez-vous. Et on se plaint toujours de ne pas entendre les artistes chanter dans leur langue, d'avoir quelque chose de très culturel, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de mêler tradition avec modernité. Mais pour moi, celle qui a réussi à le faire cette année, c'est Maro, qui est a représenté le Portugal. Elle a, de son vrai nom, elle s'appelle Mariana Seca. Et elle a interprété la chanson Saudade, Saudade. On va justement écouter un petit extrait. Une très belle performance. Ashraf, Sofiane, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup, surtout parce que ça change de ce qu'on peut entendre d'habitude. On arrive à l'Eurovision où souvent les gens arrivent avec des chansons un petit peu estivales, où on essaye de vraiment rentrer dans le rythme, etc., avec des rythmes soutenus, des chansons vraiment très estivales. Et ici, on a une chanson très douce, et je trouve que ça fait très chanson de film. Vraiment, je vois bien un petit moment émotion sur cette chanson-là. Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est le genre de musique que j'aime et que je peux, donc pourquoi pas à la Saint-Valentin, la jouer, pourquoi pas. Non, mais c'est plus sérieusement un timbre de voix donc, qui reste donc, assez stable, avec sans forcément de saturation. Et aussi, je tiens à saluer aussi la production, donc avec cette couleur bleue, etc., un peu océan, qui va bien avec cette musique-là. Donc oui, j'ai beaucoup aimé la prestation aussi. C'est vrai que c'était une très très belle prestation, assez émouvante, parce que c'est une musique qui parle de rupture, un petit peu de comment se dire au revoir. Saudade, c'est vraiment le mot portugais, pardon. Le mot portugais qui signifie un peu une sorte de nostalgie qu'on retrouve dans le fado. Et donc la deuxième partie de la musique, on est en portugais. On a un peu de fado, un peu de R&B, un peu de pop. Et cette douceur, comme vous dites, qui se prolonge, ça fait vraiment un très bel effet sur scène avec donc toute la mise en scène, comme vous l'avez souligné. Elle a tout de même fini 9e. Donc c'est une très bonne position avec 207 points.
ce qui n'a pas suffi évidemment avec les 631 points des Ukrainiens. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit coup de cœur musical. Pour le coup, c'était très important et de souligner cette performance portugaise. Merci beaucoup Caroline. Maintenant, l'histoire insolite du jour qui nous est contée par Sofiane. Aujourd'hui, vous nous proposez une histoire paranormale autour de soi-disant super pouvoirs. Eh bien, Monsef, si je vous laissais une chance de gagner 200 000 euros, si vous me prouvez avoir des super pouvoirs, là, tout de suite, maintenant, c'est possible ou pas? Je sais pas. Non? Eh ben, c'est le défi farfelu qu'a lancé le Niçois Henri Brock en 1987. 200 000 euros de récompense si une personne arrivait à lui prouver avoir des super pouvoirs. Petit retour sur les spécimens les plus drôles qu'Henri Brock a pu rencontrer. On commence tout de suite avec un Italien qui disait être capable de détecter les mouvements de sa femme et de ses enfants à l'aide d'un pendule, tout simplement. Donc Henri Brock et son équipe se rendent sur place, ils vont jusqu'en Italie pour rencontrer cet homme-là italien. Et une fois sur place, c'est un échec total, rien ne fonctionne. Il est absolument pas capable de détecter les mouvements avec son pendule. Donc Henri Brock et son équipe rentrent en France et ils sont contactés par un télékinésiste qui dit être capable de plier une cuillère à l'aide de sa pensée. Donc Henri Brock et son équipe s'y rendent de nouveau, sans beaucoup d'espoir évidemment. Et nouvel échec tout simplement, la cuillère ne se plie absolument pas. Et le télékinésiste va d'ailleurs avoir une excuse plutôt drôle en disant que c'est les mauvaises ondes d'Henri Brock et de son équipe qui l'empêchent d'utiliser ses super pouvoirs. Mais alors personne n'a réussi à prouver qu'il avait des super pouvoirs? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais Superman, c'est pas pour demain. Quoique, un jour, un informaticien dit être capable de fermer une porte à l'aide de sa pensée dans une petite pièce. Donc, à nouveau, Henri Brock et son équipe y vont sans trop de conviction, mais surprise, ça fonctionne. Donc une personne a bel et bien réussi à remporter le Grand Prix. Eh ben, désolé, mais deuxième déception. Henri commence à chercher une explication rationnelle à cette histoire-là et il va la trouver. En fait, c'était un petit tour de passe-passe de l'informaticien qui était très musclé et uniquement en contractant tout son corps, il arrivait à faire varier le volume d'air dans la pièce. Dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais Henri Brock va réussir à le prouver. Il va utiliser une poubelle, un bout de caoutchouc et une chambre à air, et en gonflant la poubelle, on se rend compte que la porte se ferme toute seule, donc c'est tout à fait possible et explicable de manière plausible. En 2002, finalement, il décide de clore le défi et les 200 000 euros n'ont jamais été remportés, malheureusement. Ça relève quand même du fantastique, cette dernière petite histoire. Merci Sofiane. On clôture cette page avec un concept plus léger. En musique, la question autour des différences générationnelles présentes dans le rap revient souvent. Ashraf est allé demander l'avis des étudiants et professeurs de l'EDJ. Alors, au final, le rap, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Eh bien, Monsef, les avis divergent. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Le rap, c'était mieux avant. Il faut savoir qu'il existe même des puristes chez les jeunes dans cette école-là. Vous voulez les rencontrer? C'est parti. Je dis quand c'est bon, hein. Bonjour. 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 Est-ce que pour toi le rap c'était mieux avant? J'écoute pas spécialement du rap de maintenant parce que le peu qui passe à Skyrock, parce que mon frère il écoute un petit peu, que c'est vide de sens complet. Ah ouais, quand même. Je sais que maintenant le rap est devenu un peu plus vulgaire qu'auparavant et que surtout les parents considèrent ça pas trop comme du rap. Que le rap d'avant, il a fait naître le rap d'aujourd'hui, donc on peut pas dire qu'il était mieux avant ou aujourd'hui. Je vais répondre franchement, oui. Alors après, je n'enlève pas qu'il existe encore des artistes et des artistes de grand talent. Mais disons qu'avant, il y avait le fond et il y avait la forme. Je suis un mec à l'ancienne, toujours dit. Moi, j'écoute pas trop le rap, donc je peux pas trop débattre sur le sujet. Moi, je suis plus années 60, 70, tout ça. Avant, je trouve que c'était plus conscient. Je trouve que c'est mieux aujourd'hui parce qu'on a plus de nouveautés. Comparé à avant, il y a des vrais thèmes de société qui sont abordés. Voilà, je pense à Yam avec Petit Frère par exemple qui évoque la délinquance. Petit frère rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Déjà, nous, on véhiculait pas des choses qui étaient immorales. On prenait pas la femme comme un objet sexuel. On ne véhiculait pas les valeurs de l'argent. Il y avait toujours aussi souvent des messages pour les parents. Il y avait des messages aussi sur les petits frères. Donc il y avait un côté social qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui. C'est un rap qui change de génération en génération. Même si il y a encore de nos jours des rappeurs qui rappaient il y a très longtemps, notamment Laura Luciano qui est encore sur la scène. Mais pour moi, c'est juste pas que c'est mieux avant, c'est juste que c'est différent. Avant, il y a un très beau son qui s'appelle Arabia, je sais pas si tu connais. Non. Qui évoque le printemps arabe, etc. Il y a tout un tas de thèmes et je trouve que c'est ancré dans l'ancien rap qui fait que c'était mieux.
parce que c'est notre projet. Et même avec des paroles, quand j'écoute Nino ou des trucs sympas, c'est bien sympa, mais c'est quoi? C'est l'apologie du deal, c'est l'apologie de l'individualisme, et en plus tout est fake. Nous c'est la cause, à eux c'est des comiques. Y'a ceux qui disent et ceux qui font les choses. Y'a les real niggas et les Tommy. Ça peut être fait pour les enfants, il y a du rap doux, mais juste... Un exemple de rap doux? Bah en soi, Orelsan c'est doux. Adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Je trouve que avant et après, tout est aussi bien. Parfait, merci. C'est parfait, c'est incroyable. Merci beaucoup, Ashraf. Vous avez eu des intervenants très engagés et très pertinents. Ils étaient vraiment à fond. Ah, mais cette vidéo a été un plaisir à tourner. On a eu de tout, des réponses sérieuses comme des réponses un peu marrantes. J'imagine. Caroline, Sofiane, est-ce que pour vous le rap c'était mieux avant ou pas? Bah écoute, c'est une très bonne question. Je dirais pas que le rap c'était mieux avant. On a quelqu'un qui nous a dit que le rap d'avant a créé le rap d'aujourd'hui et je trouve ça très vrai. Caroline? Ouais, ça se vaut quoi. Cette différence a évolué, c'est ça qui est bien. J'aime bien. Bah écoutez, merci beaucoup. On passe maintenant au 4e chroniqueur chaque mois. C'est une personne différente qui se présentera à nous et qui nous lotira de son expertise. Aujourd'hui, c'est Evan Petris, notre super sub. Bonjour Evan, comment vas-tu? Bonjour à tous, ravi d'être là pour parler un petit peu. On va parler pas mal musique aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Tous autour de la table. Toujours prêt, merci Evan. Tu es étudiant en 2e année à l'école de journalisme, donc comme nous, et tu es venu nous parler aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, de musique, plus précisément de Top Line. Ouais, je vais vous parler de Top Line. Alors c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, et pourtant c'est un mot qu'on devrait entendre souvent. Quand je dis que je vais parler musique, je vais parler de la vraie musique. Donc pas que des gros tubes, pas que de Rihanna, pas que de Britney Spears, des artistes qui sont derrière, qui justement font ce qu'est la musique aujourd'hui. Pour vous la faire courte, je vais vous demander en premier, est-ce que vous savez ce que c'est une top line? Est-ce que quelqu'un a une petite idée autour de la table? Pas spécialement, non. Moi, je pense pouvoir expliquer ça un petit peu. Ouais, avec des mots courts. Avec des mots courts, c'est un petit peu la mélodie de la voix qui va avec la prod derrière. Ok, ouais, c'est un petit peu près ça. C'est un peu la pré-chanson, si on peut appeler ça. C'est des gens qui vont en studio, qui racontent n'importe quoi et qui font juste les premières mélodies des artistes. Voilà. Voilà, souvent, ça fait un yaourt. En plus, c'est même pas des vrais mots. Oui, souvent en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton artiste préféré a forcément eu recours au top line et justement au ghostwriter, parce qu'en anglais ça se dit des ghostwriters, tellement que ça en pourrait devenir rageant. Imaginez juste, vous êtes une personne qui va tout le temps en cabine, qui fait des yaourts incroyables, donc vous faites des mélodies superbes et vous n'êtes jamais crédité, c'est-à-dire que personne ne vous connaît et vous êtes derrière les chansons les plus connues du monde. On imagine que c'est un petit peu rageant. Compliqué. Histoire de mieux capter le délire, on va faire un petit jeu autour de la table. Je vais vous passer 2-3 extraits de son et vous allez me dire justement si vous connaissez l'artiste qui est sur le devant de la scène et pourquoi pas celui qui est derrière si jamais vous le connaissez, si vous êtes des experts. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, on y va direct, c'est parti, on se coupe la parole, le premier qui a... Ouais, c'est bon. Ah ouais, allez, ok. Bon ben du coup on y va, première chanson, c'est parti. Je sais. Les amis... Attends, un indice. Un indice, il a eu 2 couleurs de peau. Michael Jackson. Oui, effectivement, les amis, c'était... I Wanna Dance With You. Oui, c'était quand même le grand MJ, là franchement vous avez failli à vos tâches quand même. Ouais. Les amis, on parle quand même du roi de la pop. Et en fait, il faut savoir que pour la petite histoire, Rock With You, donc cette musique-là, elle a été composée par un mec qui s'appelle Rod Temperton. Et en gros, il est derrière de nombreux titres de Michael Jackson, mais personne ne connaît ce mec, alors que c'est un des artistes qui devrait être le plus connu du monde. On s'en fait un deuxième? Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, on envoie le deuxième. On doit se venger là. Toxique de Britney Spears. Ouais, alors je vous laisse juste, je te laisse juste. Baby, can't you see I'm calling. Alors. À copier-coller. À copier-coller, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est une artiste qui s'appelle Cathy Dennis, donc qui est derrière ce grand titre qui est Toxique. Titre le plus connu de Britney Spears, on le rappelle. Mais il faut savoir que c'est carrément sa voix, en fait. C'est-à-dire que Britney Spears est juste venue en cabine, juste chanter. Voilà, donc elle a repris les mêmes paroles, le même flow, elle a tout repris pareil, elle est juste venue parce que c'était Britney Spears. Et c'est elle qui est connue pour ce son. Exactement. Et personne ne connaît Cathy Dennis, qui est derrière énormément de sons. On s'en fait un petit dernier, et celui-là, je pense que ça va aller très vite. Rude Boy de Rihanna. Et c'est pas Rihanna qui chante là? Alors, pour la petite histoire, bon déjà, elle vous a lavé, les mecs. Ouais, voilà, elle vous a lavé. Très, très réactif, les gars. Simple, clair, net, précis. Et oui, en fait, ce n'est pas Rihanna qui est derrière ce titre, c'est une femme qui s'appelle Esther Dean.
Esther Jean, elle n'est pas connue du tout non plus, et elle est derrière la plupart des grands titres de Rihanna, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle a une voix vraiment très similaire, si on peut dire ça comme ça, à tel point que c'est devenu la top lineuse attitrée de Rihanna, c'est-à-dire que Rihanna fait confiance à cette dame, et elle lui dit fais des musiques, je les prends, je chante par-dessus. Son boulot, c'est donc de faire des top lines. C'est ça, c'est son boulot. C'est bien payé. C'est hyper bien payé, et c'est le boulot de beaucoup de gens de l'ombre que justement, du coup, personne ne connaît. Et elle travaille toujours avec elle aujourd'hui? Elle travaille toujours avec elle, à tel point que d'ailleurs, elle s'est fait reconnaître par d'autres artistes, parce que maintenant, ils peuvent s'échanger les top liners entre artistes. Et le plus marquant, c'est que quand ces artistes veulent sortir leur propre chanson, un petit peu sortir de l'ombre, bah, les grands artistes ne les aident pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune promotion, il n'y a rien derrière, parce que forcément, on a envie de garder sa top lineuse pour soi. Enfin, elle travaille avec Rihanna, faut que Rihanna fasse de la musique avant de... On est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc voilà, enfin, je suppose que maintenant, du coup, vous avez compris le délire. Je pense qu'on espère tous autour de la table une petite mention pour ces artistes de l'ombre qui font des chansons incroyables. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et voilà, on espère surtout qu'ils seront enfin reconnus à leur juste valeur. C'est des artistes talentueux, n'est-ce pas, monsieur Monsef? Bien sûr, merci beaucoup à toi, Evan, d'avoir apporté ta patte à l'émission. C'était vraiment très intéressant, très pertinent et très dynamique surtout. Hein. On va clore du coup cette émission avec la 4e et dernière partie, le jeu de la rédac. C'est le jeu de la rédac. À chaque émission, le rédacteur en chef, c'est-à-dire moi-même, vous concocte un petit jeu en lien avec l'actualité et la pop culture. Aujourd'hui, vous allez devoir deviner la personnalité. Je vous en ai concocté une petite liste de 5 célébrités qui font parler d'elles en ce moment. Et c'est simple, pour chacune d'entre elles, je vais vous dévoiler jusqu'à 5 indices. Celle qui trouve le plus rapidement remporte un certain nombre de points en fonction du nombre d'indices dévoilés. Au bout d'un indice, vous avez 5 points. Au bout de 2, 4 points. Au bout de 3, 3 points. Vous avez compris la chanson. Attention, point important, vous n'avez le droit qu'à une réponse par célébrité. Voilà. Ah. Très important. J'ai une question. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on gagne? Et bien comme d'habitude, hein, c'est le concept de l'émission, c'est qu'à la fin de chaque jeu, vous remportez absolument rien. Voilà. Oui, voilà. Merci Popeye pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Popeye est vraiment là pour ça, pour vous épauler et puis surtout pour que vous rentriez bredouille chez vous. Excellent. On va commencer tout de suite avec du coup la première célébrité et le premier indice, un peu vague, donc très compliqué à trouver, c'est que cette célébrité, elle se situe en France. Voilà, donc on est dans l'Hexagone. Se situe en France? Elle se situe en France, c'est une Française. Okay. Voilà. C'est une Française. Voilà. Une Française, okay. voilà. Il y a un petit double indice. Voilà. Deux indices, là. Et on va du coup continuer tout de suite parce que je pense que cet indice là, c'est ne un sera, petit peu ne vague. sera Il y a pas quand même suffisant. un bon nombre de Françaises en France. Voilà, c'est vrai. Il y a le deuxième indice, c'est que c'est une rappeuse. Là, ça réduit la marge quand même. Waouh. Et forcément, là, on commence à avoir quelques idées. Voilà, exactement. Shai. Shai, et ben Ashraf, c'est elle est belge. Vous reviendrez sur le. Merci d'avoir fait l'erreur pour moi. Moi aussi. Oui, merci d'avoir fait l'erreur pour moi. Il a dit française, pas francophone. Oui, puisque Shai est belge. Parce qu'elle est belge. Je me suis fait Et avoir. oui, très important. Bon, le troisième, du coup, elle s'est fait connaître dans les années 2000. Jam. Ah. Oui, Caroline, Yes. Premier point. Je l'avais aussi, je suis triste. C'est Question donc, de rapidité. Du troisième indice, ça fait donc 3 points pour Caroline. Elle revient, ouais. Ouais. Oui, elle a annoncé avoir repris la plume après plus de 10 ans d'absence récemment, en collaboration avec Brut. La chanteuse a sorti son nouveau documentaire intitulé Salam, qu'elle présentera au Festival de Cannes. Et pourtant, petite précision, elle avait donc déclaré au micro de Fred, donc de Skyrock, qu'elle allait arrêter complètement la musique pour se consacrer à sa vie de famille. Et apparemment, c'est pas le cas. Oui, on verra ce que ça donne, hein. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Ouais, c'est cool. La deuxième célébrité, cette fois-ci, on va parler d'un influenceur. Je dis bien d'un influenceur. Le deuxième, donc, on reste plutôt en France. Donc c'est un influenceur français. Voilà. Il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup encore. La liste est encore longue. Compliqué, Mais si je vous dis que c'est un youtubeur, peut-être que ça se raccourcit un petit peu. Rebeu des terres, j'essaye. Non. Bon, désolé. Bon, Ashraf, vous viendrez Ashraf, il aime bien tenter rapidement. Non, mais il n'y a pas encore assez d'indices. Le quatrième, va falloir être vif, parce que je pense que celui-là, il va vous aider beaucoup. C'est un youtubeur qui s'est converti dans le rap. Ou qui a fait un petit peu de rap. Oui. Il y en a quand même pas mal. Il y en a aussi pas mal. J'allais dire Mr V. Et oui, c'est Mr V. Merci à tous. C'est Mr V. Let's get. 3 points pour Caroline, 2 points pour Evan. L'humoriste a récemment annoncé avoir dépassé les 700 000 ventes pour ses pizzas, disponibles en grande surface depuis février dernier. Et plus récemment, il s'est à nouveau illustré dans le monde du rap avec le titre Pleine Lune, en collaboration avec Captain Roshi. Alors là, je vous préviens, pour la troisième personnalité, on change totalement de registre. C'est pas James, c'est pas Mr V, loin de là, ok ?
Premier indice, elle est très célèbre au Royaume-Uni. La reine La reine d'Angleterre. d'Angleterre. De son prénom Elisabeth II. Merci Evan. Elisabeth II. Non, Merci non, Evan. non, non. Ah, très Non, important. non, Très important, je suis désolé. S'il y a- Son prénom c'est Elisabeth, c'est pas Elisabeth II. Oui, mais de son appellation, Elisabeth II. Faut être Ah, précis dans c'est les très termes. important. Excusez-moi, mais ça ne change rien au fait qu'Evan a remporté les 5 points, ce qui fait qu'il passe à 7 et qu'il vous met 4 points. Et puis 7 points, Ashraf et Sofiane, merci de la participation. Merci pour l'invitation, encore une fois. Elle vient tout juste de fêter ses 96 ans et à travers les réseaux, le célèbre groupe de punk rock Sex Pistols a annoncé la réédition de leur titre phare God Save the Queen pour le 27 mai, c'est-à-dire peu de temps avant la célébration de ses 70 ans de règne. Le quatrième, lui, je pense qu'il est un petit peu plus compliqué, peut-être. Faut connaître un petit peu plus. Là, on va parler de cinéma. Puisque le premier indice, c'est un célèbre acteur. Ok. Mais il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs, encore une fois. Toujours le même principe. Toujours hein, le même au niveau principe, du premier toujours indice, la même chose. ouais. Les premiers indices sont toujours très vagues. Le deuxième, c'est un acteur britannico-américain. Tom Holland. Non. Oh, allez, au revoir. Aïe, aïe. Au revoir, Mais merci. dommage, c'est pas grave, Sofiane. Il vous en reste un. Après. Plusieurs nominations, il en a reçu, donc, et dont une aux Golden Globes en 2020. Je vais essayer. Idriss Elba. Non, désolé. Malheureusement. Que 2 maintenant. Alors là, le quatrième, du coup, forcément, il est un peu plus révélateur. Ça va être plus facile de trouver. On est sur une petite finale là entre Evan et Caroline. Il a incarné depuis 2006 le rôle de James Bond. Ah mais oui. Comment il s'appelle Craig. Non mais. Oh putain. Oui, Craig. Nul en cinéma. Craig. Daniel Craig. Daniel Craig, Caroline. Et oui, effectivement, 2 points pour Caroline qui passe donc à 5 points. Alors qu'il avait quitté la franchise de l'agent secret en 2021, Eon Productions lui cherche toujours un successeur. Une tâche particulièrement difficile compte tenu des qualités de l'acteur américain. Hein. Forcément, tout le monde se souvient de James Bond et des différents films dans lesquels il a pu jouer. Et selon la productrice, donc Barbara Broccoli, à la tête de la franchise, c'est vraiment un calvaire de chercher le successeur de James Bond. Le James Bond, quand même. Voilà. Et on est à combien pour les points là? Alors là, à l'heure actuelle, Caroline, vous en avez 5. Et 27. Et 27. Et Sofiane Ashraf, c'est facile de compter pour vous. Ça va bulle, hein. Voilà. Il va falloir tenter une petite remontada là sur le dernier. Exactement. Le dernier, donc, on parle toujours d'un acteur, mais on revient en France. Donc, double indice. Jonathan Cohen. Jonathan Oh, Cohen, waouh. Mais t'as quand même pas gagné. J'ai quand même 5 points. Je finis quand même 5 points. de second égalité. Ça me fait plaisir puisqu'il sort sa série, c'est ça? C'est ça, le exactement. Flambeau. Le 23 mai, il sort sa nouvelle série intitulée Le Flambeau, dans laquelle il joue la parodie de Koh-Lanta. Il s'était déjà moqué de la télé-réalité Le Bachelor avec la réalisation de la série La Flamme, qui a connu quand même un assez bon succès, Génial, un grand succès. génial. Très drôle. Très très drôle. Et donc, voilà, tout simplement, bravo Sofiane, vous en avez 5. Ça fait Faut pas égalité rentrer avec bredouille. Caroline. 7 points pour Evan. Oui, qui est oui, le oui, grand oui, oui, gagnant le grand de vainqueur. Vous êtes le la bienvenu, hein, comme. Oui, dans oui, toutes oui, les et émissions. surtout qui ne gagne rien. Voilà, Voilà. les deux pour le coup. C'est-à-dire que Ashraf qui a 0 points repart avec autant de bénéfices que vous. Non mais. Important de souligner quand même. C'était fait exprès. On est là pour le prestige avant tout. Exactement. Merci beaucoup à Non. vous quatre et merci à vous Youssef. de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Popeye.